Alors que les États-Unis et la Russie négocient la paix, l'Allemagne et toute l'Europe recourent à davantage de violences armées pour imposer leur vision de la justice. Pourtant, l'Europe ne dispose ni des armes, ni de la puissance économique nécessaire pour y parvenir, même de loin. Que se passe-t-il donc avec l'Allemagne et l'Europe? Pour mieux comprendre la situation géopolitique du continent, j'ai aujourd'hui avec moi la Dre Gabrielle Krohn-Schmalz, autrice de nombreux essais, dont Le respect, c'est autre chose, Réflexion sur notre pays divisé et Âge glaciaire, comment la Russie est diabolisée et pourquoi c'est si dangereux. Bienvenue Gabrielle. Merci, bonjour. Je te remercie. Pouvons-nous commencer par ton analyse de ce qui se passe autour de nous en ce moment? Nous sommes donc en plein milieu de ces négociations entre les États-Unis et la Russie, qui semblent préparer 28 points, ou 19, peu importe, cherchant ainsi à trouver une issue diplomatique à la guerre. Et les Européens, qui essayent de s'impliquer, mais qui s'indignent aussi du fait qu'on tente ici de créer des faits accomplis sur le continent en passant par-dessus leur tête. Peux-tu nous aider à situer un peu tout cela? Oui, en Europe, donc dans l'UPRMEB et aussi en Allemagne, on s'indigne assez fortement, ce que je ne comprends pas vraiment, puisque nous avons eu presque 4 ans pour agir nous-mêmes, pour élaborer nos propres plans de paix. Et tout ce qui est venu au cours des 4 dernières années est venu de Chine, du Brésil, de pays africains, mais pas de Bruxelles, de Paris ou de Berlin, ni d'ailleurs. Et maintenant, s'étonner que l'on tente d'avancer vers la paix par-dessus nos têtes. Il n'y a en réalité pas de quoi s'étonner. J'ai l'impression que beaucoup des actions ou plutôt des inactions des Européens selon la manière dont on les décrit, sont aussi liées au fait qu'ils essaient de trouver comment sortir de cette situation sans perdre la face. Car c'est tout de même assez difficile de redresser la situation. Ce que je ne comprends pas, ce que je considère, je le dis, comme irresponsable, c'est que ces débuts qui existent maintenant. Et si Trump a commencé cela, d'accord, Trump est Trump. Mais s'il a lancé ce mouvement, alors cela a au moins un avantage, à savoir que l'on commence à comprendre que cette guerre ne peut être terminée que par des moyens diplomatiques et non militaires. À quoi cela pourrait-il ressembler militairement? Cette perte de contact avec la réalité, qui se manifeste dans les déclarations politiques de l'Allemagne et aussi de l'UEBE, me laisse vraiment sans voix. Je pense qu'il faut en parler. D'où cela vient-il? Et comment se fait-il qu'en ce moment, dans les médias européens, surtout dans les médias germanophones, on lise sans cesse qu'il ne faut pas laisser Poutine gagner, que les Russes ne doivent pas s'en tirer, et personne n'écrit sur ce qui se passe réellement sur le champ de bataille? Le champ de bataille n'a vraiment pas bonne allure pour les Ukrainiens, pour les Européens, et on ne peut pas l'arrêter. C'est comme si l'on disait « un rouleau compresseur fonce sur nous », mais il ne doit pas foncer sur nous. Et s'il continue d'avancer, alors, moi je dis simplement, cela ne devrait pas être. D'où vient ce rapport si étrange? Je pense que le problème vient du fait que l'on remplace sans cesse, ou souvent, l'analyse objective par la morale et par l'idéologie. Ce que je comprends tout à fait. Lorsqu'on se trouve au cœur du désastre d'une guerre, que l'on s'y rende en tant qu'homme politique, ou que l'on en rende compte comme journaliste, on est en colère, indigné. On ne peut pas se défendre contre des sentiments comme la vengeance ou d'autres émotions semblables. Je trouve cela tout à fait compréhensible et humain. Et si c'était autrement, ce serait inquiétant. Mais ces catégories ne doivent pas devenir des catégories journalistiques ou politiques, car alors on ne verrait pas la fin du processus. Il faut, à mon sens, être capable, surtout en tant qu'homme politique, puisque la compétence essentielle de la politique est la diplomatie, et non la guerre, mais aussi en tant que journaliste. Il faut être capable d'abstraction et d'analyse, de dégager les intérêts en jeu.
Et si l'on considère que seuls ses propres intérêts sont légitimes et que l'on écarte tous les autres comme illégitimes, si l'on refuse simplement de l'admettre, si l'on n'écoute pas et que l'on construit un cadre dans lequel on fait tout entrer pour que cela corresponde à sa propre idéologie, alors il ne peut pas y avoir de coexistence pacifique. Il est temps de mettre les intérêts sur la table. Le fait qu'après ces 28 points, dont il ne reste que quelques-uns, mais on ne sait pas exactement lesquels, l'impression se soit imposée que la Russie s'était imposée point par point, tient au fait que l'on n'avait absolument pas pris en compte les intérêts de la Russie auparavant. Mais la discussion en Europe est également intéressante. On dit que les Russes s'imposent, qu'il ne faut pas les laisser s'imposer, que ces territoires ne doivent pas être cédés. Mais cela n'a rien à voir avec l'endroit où se trouvent aujourd'hui les soldats. Le fait que la Russie ait mené militairement cette bataille au cours des 3 dernières années et demie est tout simplement passé sous silence et dissimulé derrière ses conceptions morales. Et bien qu'elles soient tout à fait légitimes, dire qu'un pays ne doit pas en attaquer un autre, que l'interdiction de la violence s'applique, tout cela est vrai. Cela ne change rien au fait brut et évident que les soldats se trouvent là où ils se trouvent. C'est bien là tout le problème. Il faut le répéter sans cesse pour qu'on ne vous le reproche pas. Bien sûr, l'attaque russe contre l'Ukraine était contraire au droit international, c'est absolument évident. Bien sûr, en tant qu'être civilisé, on ressent le besoin que ceux qui ont déclenché une telle guerre ne s'en sortent pas impunément. Tout cela est juste. Mais si l'on analyse la situation avec lucidité, quelle est donc l'alternative, bon sang? En sortir, épargner la souffrance à ceux qui se trouvent au front, et non dans des bureaux bien chauffés, faire cesser les morts. Et cela ne peut se faire qu'en cherchant à engager la conversation, le dialogue et un équilibre des intérêts avec ceux qui, pour une raison ou une autre, détiennent actuellement le rapport de force. Voyons maintenant les choses de l'autre côté. Cela ne sert à rien de se rejeter mutuellement la faute. Je le sais aussi. Néanmoins, si l'on veut façonner l'avenir, il faut analyser le présent et le reconnaître tel qu'il est. Et cela implique également de connaître le passé, c'est-à-dire le développement qui y a conduit. Je ne sais même plus si c'était Montesquieu ou quelqu'un d'autre. Il existe une belle expression selon laquelle ne sont pas seulement responsables ceux qui déclenchent une guerre, mais aussi ceux qui l'ont rendue inévitable. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'attribuer des fautes, mais simplement d'une analyse, afin de parvenir à une existence solide pour toutes les parties concernées à l'avenir. Chaque fois qu'il est en question de garantie de sécurité et que ce débat fantomatique se déroule au sein de l'UMP-Familia, selon lequel des troupes européennes, c'est-à-dire de l'OTAN, devraient garantir la sécurité, ce qui relève d'une perte de contact avec la réalité difficile à surpasser, j'opposerai à cela ceci. Si une solution diplomatique voit le jour et parvient à un véritable équilibre des intérêts, alors la question des garanties de sécurité devient presque superflue, car plus personne n'aura intérêt à y changer quoi que ce soit. Je trouve donc que cet aspect est totalement négligé, et cela venant précisément de pays si fiers de leur construction étatique, à juste titre, de leur civilisation et tout le reste, que ce soit justement eux qui ne trouvent rien de mieux que de penser en termes de victoire et de défaite. Cela me déçoit profondément. Il y a aussi quelque chose lorsque nous essayons d'accompagner cela intellectuellement. Quelque chose de très illogique dans ces lignes d'argumentation. Quelque chose qui, pour moi, ne tient pas ensemble. Ces fameuses garanties de sécurité. L'idée que l'Europe
s'obstine à penser qu'on ne peut pas soutenir la paix en Ukraine sans avoir des garanties de sécurité qui empêchent une nouvelle guerre d'éclater. Mais nous sommes déjà en guerre. C'est déjà une guerre. Comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs. Ce devrait être l'inverse et se formuler ainsi. Comment mettons-nous fin à la mort et à la guerre? Et comment établissons-nous ensuite un ordre de sécurité qui garantisse à nouveau la paix? Il est également frappant de constater que l'on entend souvent cet argument. Poutine ne voudrait pas la paix. On ne pourrait pas lui parler. Ce qu'on passe alors subtilement sous silence, c'est que, du côté de l'Union européenne comme de l'Allemagne, le dialogue a aussi été empêché. Toute personne qui, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a simplement envisagé de s'asseoir avec Poutine pour discuter, a été très vite mise à l'écart politiquement. Il a fallu qu'une personnalité comme Donald Trump intervienne pour briser ce tabou. Ce sont donc ces affirmations, ces arguments utilisés que je considère, oui, je le répète, comme irresponsables. Prétendre que Poutine ne veut pas la paix. On manque aussi de nuances. Il est tout à fait clair que Poutine et la Russie peuvent actuellement prendre plus de temps, car d'un point de vue militaire, ils sont simplement en meilleure position. Ils peuvent donc se permettre d'attendre davantage que l'Ukraine. Autrement dit, il n'a pas besoin de se presser pour conclure la paix. Mais cela n'a rien à voir avec le fait que l'intérêt fondamental de la Russie pour la paix soit massif et bien réel. Ce qui m'étonne et m'irrite toujours, c'est qu'on ne fasse pas cette distinction dans l'argumentation. C'est un débat classique qui, s'il n'a pas lieu en politique, devrait au moins se tenir dans les médias. Quel est ton avis sur ce mot tabou en allemand? Je dois le dire ici, car nous allons ensuite traduire cette conversation dans d'autres langues. Dans d'autres langues, on ne peut presque pas rendre cela. Mais en allemand, il existe ce mot « Putin-Verster », une personne qui comprend Vladimir Poutine, et c'est une insulte. On reproche ainsi à l'autre camp qu'un Putin-Verster justifie les actions de la Russie et les approuve en quelque sorte. Et le fait que nous ayons réussi à transformer le mot « comprendre » en quelque chose de négatif, c'est tout de même intéressant, non? Exactement. Mais cela correspond bien au cadrage général, si je puis dire. Être incompréhensif envers la Russie est déjà assez grave. Mais être incompréhensif envers Poutine en est une version encore aggravée. Et je refuse encore aujourd'hui de participer à cette réinterprétation sémantique selon laquelle comprendre serait quelque chose de négatif. Souvent, on confond aussi comprendre et avoir de la compréhension. Avoir de la compréhension, c'est encore autre chose. Comprendre signifie saisir quelque chose. Et la base pour prendre des décisions raisonnables, sensées, durables et solides, c'est quand même tout simplement de comprendre d'abord de quoi il s'agit. Mais cela s'est bien imposé. Le fait que, si l'on est incompréhensif envers Poutine, c'est une évolution que, pour être honnête, je n'aurais pas cru possible. Selon ma conception de la démocratie, celle-ci vit du débat. Et tant qu'on ne commet rien d'illégal, on doit pouvoir se lancer les arguments à la figure, dans les deux sens, de manière décente. Le fait d'empêcher cela, en excluant ceux qui ne partagent pas la ligne dominante actuelle, à l'aide de termes comme « compréhensif envers Poutine » ou « désinformation » ou quelque chose du genre, je trouve cela plus que limite. Oui, et le fait que ce mélange soit constamment entretenu, comprendre, expliquer, justifier, tout cela est mis dans le même sac. Exactement. Mais ce phénomène est nouveau. En 2003, nous n'avions pas de comprenant de Saddam, et en 2011, pas de comprenant de Kadhafi. Ce phénomène, qui consiste à présenter la compréhension rationnelle des arguments de l'autre comme quelque chose de négatif,
est relativement récent, apparu au cours des 4 ou 5 dernières années. Il y a certainement de nombreuses raisons à cela. Je crains que l'une d'elles soit que l'image négative de la Russie, autrefois c'était les Soviétiques puis les Russes, ait été tellement ancrée par l'histoire, par les temps passés, avec l'idée des méchants Russes et tout cela. Et aussi, d'un point de vue idéologique, le communisme, la démocratie et tout ce qui s'y rattache. Ce stéréotype de l'ennemi, qui a d'ailleurs été entretenu, n'a pas été dissipé par cette phase relativement courte sous Gorbatchev, où nous avions au contraire connu la Gorbimania, cet enthousiasme total, mais il est resté si solidement enraciné qu'il peut être ravivé très très rapidement. En fait, il suffit de... Ça s'était déjà annoncé auparavant. Sous Gorbatchev, c'était une chose, mais cela a en réalité commencé avec Eltsine. C'était encore une période très particulière, qui n'a pas non plus fait du bien à la Russie, mais cela nous mènerait sans doute trop loin. Et puis, Poutine est arrivé. Et chaque fois que dans cette société, il se passait des choses que nous ne comprenions pas immédiatement, que ce soit la manière dont la Russie essayait de construire une société civile, ou la manière dont elle tentait de mettre en place une forme de privatisation, chaque fois que cela ne rentrait pas dans notre grille de lecture, le vieux cliché de l'ennemi russe refaisait aussitôt surface. Je pense que cela joue un rôle essentiel, et j'aimerais vraiment qu'on fasse un travail d'explication à ce sujet, notamment d'ailleurs dans les écoles. Car si nous continuons ainsi, nous aurons de nouveau une image très stable de l'ennemi russe, ce qui ne facilitera certainement pas notre existence à l'avenir. J'en suis convaincu. Comment expliques-tu que sous Angela Merkel, malgré tous les hauts et les bas avec la Russie, le projet Nord Stream ait toujours été en quelque sorte une étoile polaire à laquelle l'Allemagne et la Russie se sont accrochés ensemble, et que ce projet, comme d'autres, se soit finalement effondré après son départ? Elle n'était certes pas une grande amie de la Russie, mais plutôt une pragmatique vis-à-vis de la Russie, non? Oui, je le pense. Avant tout, Madame Merkel a fait beaucoup de choses, comment dire. Elle n'a pas sauté à chaque perche qu'on lui tendait, y compris médiatiquement. En ce qui concerne Nord Stream, ce que la plupart des gens n'ont plus vraiment en tête. À l'origine, ces gazoducs constituaient en effet le cœur de la politique énergétique européenne. C'était à l'origine un projet prioritaire de l'UE Babelero. Il faut s'en rendre compte. Et si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer aux gens pourquoi l'Allemagne veut renoncer de cette manière au gaz et au pétrole du Steftenkofen. Ce que je ne comprends pas non plus, le sabotage de Nord Stream 2, avec quelle mollesse cela a été poursuivi, tant sur le plan politique que médiatique, comme si ce n'était pas du tout important ou pertinent. Ce qui m'a profondément irrité. À l'époque, lorsque le chancelier fédéral Scholz était en visite chez M. Biden à Washington, Biden a laissé entendre que si les Russes ne faisaient pas ceci ou cela, alors Nord Stream serait terminé. Et le chancelier allemand se tient à côté de lui et ne dit rien, pas un mot. Les intérêts allemands n'ont absolument joué aucun rôle. Et quand on regarde cela aujourd'hui, je considère qu'il est scandaleux que l'Allemagne continue de recevoir du gaz russe, mais pas directement, par des détours, et à un prix plusieurs fois plus élevé. Comment peut-on encore expliquer cela? On ne peut donc pas l'expliquer. On ne peut vraiment plus l'excuser que par l'idéologie, en disant « Oui, eh bien nous devions le faire pour satisfaire notre service de relations publiques, parce qu'en réalité, il ne s'agit plus que d'idéologie. » Des récits de ce genre jouent alors aussi un rôle, et comme je l'ai déjà dit, c'est simplement une politique symbolique, idéologique et morale.
On peut tout à fait se poser la question, qu'est-ce qui est le plus moral? S'occuper de manière pragmatique d'une politique qui améliore réellement la vie des gens, ou se référer à des principes moraux et les appliquer strictement, donc en théorie. Ce qui en théorie est acceptable, mais en pratique, cela ne fonctionne souvent pas. Concrètement, dans une démocratie, j'attends de la société qu'elle soit suffisamment instruite et informée pour pouvoir débattre et discuter des solutions les meilleures et les plus réalisables. Et le problème, c'est que ce qui est le meilleur et ce qui est le plus réalisable ne coïncident pas toujours. Mais ce sujet n'est même pas abordé. On catégorise simplement, es-tu du bon ou du mauvais côté? Et le problème, c'est que lorsqu'on se croit du bon côté, eh bien on n'a plus besoin d'argumenter, puisque tout ce qu'on fait est pour la bonne cause. On peut même, au besoin, enfreindre quelques règles, puisque c'est pour la bonne cause. Et ceux qui se trouvent du soi-disant mauvais côté n'ont alors aucune chance de faire entendre leurs arguments, leurs opinions, ni d'obtenir la moindre écoute. Et cela, je veux dire à la longue, c'est ainsi qu'on détruit les systèmes démocratiques. Et selon moi, le danger est bien plus grand, bien plus grave que ces attaques extérieures sans cesse invoquées comme une menace pour notre démocratie. Cela existe aussi, bien sûr, mais je pense que ce qui agit le plus efficacement, c'est ce que nous faisons nous-mêmes, de l'intérieur. C'est une bonne transition. Où vois-tu l'Allemagne et l'Europe aujourd'hui, en 2025, à grande échelle? Si l'on réfléchit à la situation du continent en 1995, il y a donc 30 ans, l'élargissement de l'Europe, l'espace économique, l'Union européenne, ses souvenirs positifs et l'euphorie qui régnait alors, cette conviction que tout allait s'améliorer. La guerre froide était terminée, tout allait mieux. Et ne sommes-nous pas aujourd'hui arrivés au point inverse? Où vois-tu l'Europe se situer? Oui, si nous repensons à la fin des années 1980, c'est précisément ce qui s'est passé. Nous nous aimions tous, le conflit Est-Ouest était terminé, du moins c'est ce qu'il semblait, et il y avait aussi les conditions et la proposition du président soviétique de l'époque, Gorbatchev. Construire une maison européenne commune. Les conditions étaient effectivement réunies, mais rien n'en est sorti. De nombreux facteurs ont joué un rôle. Que l'Union européenne se soit élargie n'est en principe pas du tout une mauvaise idée. Bien au contraire. Si l'on imagine un continent eurasien bien intégré, une Union européenne qui fonctionne bien, une coopération avec la Russie et tout ce qui l'entoure, ce serait déjà une perspective plutôt prometteuse. À mon avis, une erreur commise à Bruxelles a été de laisser de plus en plus aux nouveaux États membres, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le soin de diriger la politique étrangère européenne vis-à-vis de la Russie. Ces pays avaient, pour ainsi dire, beaucoup de comptes à régler. Et pour eux, Moscou restait synonyme d'Union soviétique et de douloureux souvenirs de l'époque soviétique. Tout cela est parfaitement compréhensible. Nous en revenons à des considérations humaines, morales, ce genre de choses. Tout à fait compréhensible. Mais en faire des catégories déterminantes pour des décisions politiques qui engagent l'avenir. Et si l'on veut vraiment prendre au sérieux une politique de paix, cela ne peut absolument pas fonctionner ainsi. C'est à mon sens un point tout à fait essentiel. Et je pense que l'Europe, je suis toujours un peu partagé là-dessus, l'Europe, lui-même, disons lui-même, les pays d'Europe occidentale, qu'elle, tout comme les États-Unis d'ailleurs, n'a pas pris conscience que notre importance dans le monde est en déclin. Il faut d'abord s'y habituer. C'est ainsi. Je vais donner un exemple. Lorsque nous parlons des réunions des pays des BRICS, il n'est pas rare que l'on dise « les soi-disant pays des BRICS se réunissent ». Autrement dit, nous n'avons pas encore réalisé que les pays des BRICS sont un facteur de puissance, également un facteur économique. Quand nous affirmons que la Russie est isolée,
La Russie ne l'a jamais été, si l'on regarde à l'échelle mondiale. Il suffit d'observer les pays des BRICS, de regarder le globe, pour voir combien ils sont nombreux. Elle s'est élargie d'une manière, on peut le réciter presque mécaniquement, non seulement en termes de population, mais aussi de puissance économique. Les pays des BRICS, les BRICS+, ont désormais dépassé le G7 en puissance économique. Il faut bien en prendre acte. Bref, pour faire court, je crois qu'en Europe, dans les pays de l'UIGM, on n'a pas encore compris que le rôle de l'Europe n'est plus celui qu'il était il y a des décennies. Nous avons manqué le coche pour situer cela et y faire face. Désolé, mais je le dis franchement. Et c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles les États de l'UOPED sabotent, d'une certaine manière, les efforts de paix de Trump et de Poutine. Je ne peux qu'utiliser à nouveau ce mot, car je trouve cela irresponsable. Que cette prise de conscience a été manquée et qu'elle n'est pas non plus abordée pour le moment. En ce moment, en Europe, dans l'UMM, mais je dis aussi l'Europe, parce que j'y inclus la Suisse, donc c'est tout le même gâteau. Et ce qui se passe est très similaire. Dans mon environnement, il n'y a aucune volonté de se dire « et si je travaillais un peu sur moi-même » et si j'essayais de réfléchir à savoir si j'ai commis des erreurs, enfin, si nous avons commis des erreurs. Ou alors, quand cela se fait, notamment dans les médias publics, c'est généralement avec la question « pourquoi n'avons-nous pas livré plus d'armes ? Pourquoi n'avons-nous pas davantage investi dans la guerre ?» Et non pas « comment se fait-il que nous soyons dans cette situation ?» Et la réponse, c'est toujours « parce que nous sommes attaqués par M. Poutine » et non « qu'est-ce qui a mal tourné ?» D'où, selon toi, vient cette attitude si peu critique envers soi-même? Je pense qu'un point essentiel, c'est ce sentiment de supériorité morale. Nous allons mieux, donc nous sommes meilleurs. Et le système démocratique, tout va bien. C'est d'ailleurs le meilleur parmi les moins bons, pourrait-on dire. Mais prendre cela comme base, sans tenir compte de tout ce qui l'entoure, et sans s'ouvrir à l'idée que, partout dans le monde, les gens ne veulent pas forcément faire les choses comme nous, là, il manque une certaine humilité, une certaine disposition à reconnaître les réalités. Et simplement, même si cela peut sembler banal ou usé, accepter les interlocuteurs d'égal à égal et les laisser parler. Sans cette attitude, nous sommes supérieurs. C'est quelque chose que nous avons simplement en nous. Je veux dire, si l'on veut le formuler de manière un peu brutale, c'est encore une forme de pensée colonialiste. Et il faut enfin s'en débarrasser. Nous ne sommes pas meilleurs, bon sang. Et dans d'autres pays, il existe tant d'approches qui pourraient aussi nous faire du bien. Mais pour cela, il faudrait les accepter comme partenaires de dialogue et ne pas toujours examiner de trop près quel type de système c'est. Tout cela a aussi une histoire, une raison d'être telle qu'elle est. Et pour peut-être ajouter encore cela, je pense qu'il est, à mon avis, préférable pour les personnes vivant dans des systèmes que nous n'approuvons pas, et pour de bonnes raisons, qu'elles puissent décider elles-mêmes à quel rythme elles souhaitent éventuellement transformer leur système, plutôt que de se voir imposer quelque chose de l'extérieur, du genre, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Vous devez faire ceci ou cela pour pouvoir entrer en relation avec nous, sur le plan économique, politique, etc. Autrement dit, il s'agit de faire confiance aux gens dans d'autres pays et de les laisser agir, car ils savent sans doute mieux ce qui est nécessaire dans leur société pour que les personnes qui y vivent s'y sentent bien. Ce qui est curieux en ce moment, c'est que l'Europe proclame haut et fort « Nous voulons la démocratie ». Il s'agit de démocratie contre dictature, et le monde doit être démocratique. En même temps, nous avons des pays comme la Chine et la Russie
qui affirment que la communauté mondiale doit fonctionner de manière démocratique. Et ils entendent par là surtout l'ONU, c'est-à-dire l'égalité entre tous les systèmes et entre les 183 États membres de l'ONU. Ce sont en réalité deux conceptions différentes de l'égalité démocratique. Comment vois-tu cela? Y a-t-il des responsables politiques en Allemagne qui disent qu'il faut en tenir compte, ou est-ce tout simplement incompris? Eh bien, j'ai du mal à trouver des noms à citer. L'expression que tu as utilisée, elle n'est tout simplement pas comprise. Elle n'existe pas dans le débat. À mon avis, de telles discussions devraient être lancées par les médias, si elles ne le sont pas déjà, sur le plan politique. Mais je ne trouve rien de tel. Et c'est justement essentiel pour façonner un monde qui change très rapidement, de manière à ce qu'il y ait le moins de guerres possible. Que les guerres prennent fin, que les gens se portent bien économiquement. Il y a tant de déséquilibres. Ou prenons le climat, prenons toutes ces questions, cela ne fonctionne plus isolément. J'aimerais que ces débats soient au moins initiés par les médias, puisqu'ils n'ont pas lieu en politique, car c'est là la base de tout. Il y a tant de problèmes mondiaux, le climat, la faim, toutes ces choses. On ne peut pas les résoudre seul, seulement en coopération. Et on ne peut vraiment les aborder qu'avec cette idée fondamentale que Gorbatchev a poursuivie, d'une manière que peu de gens gardent encore à l'esprit aujourd'hui. Il avait une vision globale. Il ne parlait pas seulement de la maison européenne, mais il a aussi beaucoup écrit sur la manière dont on devrait, à l'échelle mondiale, s'orienter vers ce qui est important pour les êtres humains, non seulement pour exister, mais pour bien vivre. Et je pense qu'il faut un jour franchir ce pas. Et dans les pays qui se sont le mieux portés jusqu'à présent, cette prise de conscience sera sans doute difficile à faire accepter. Jusqu'ici, nous n'en avions pas besoin. Tout allait bien. Donc dans ce cas, c'est aussi une question d'habitude, non? L'habitude de l'Europe, et pas seulement au cours des 100 dernières années, mais des 500 dernières, de toujours être assise au sommet, d'y être comme si c'était naturel, et de dire à tout le monde comment les choses doivent se passer. Et nous n'arrivons pas vraiment à sortir de cette habitude. C'est cette hubris, ce regard eurocentré. Et il est temps qu'il soit remplacé par une vision réelle des choses, telle que le monde se présente aujourd'hui. Ce n'est plus comme au siècle dernier, et il faut l'accepter. On peut bien sûr le regretter, bon sang, mais il faut l'accepter si l'on veut trouver, pour soi-même et pour les autres, une voie praticable et juste pour construire sa vie. À ton avis, comment se fait-il que nous ayons depuis maintenant 70, presque 80 ans, ce pacte transatlantique, l'OTAN, et que nous ayons en quelque sorte fusionné l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest? Mais que pourtant, nous n'ayons jamais eu, du moins je ne me souviens pas, de transcontinentalisme. Nous n'avons jamais connu la paix, l'harmonie et la prospérité de Vladivostok jusqu'au Portugal. Et pourtant, en ce moment, nous avons une grande paix. Non seulement la paix, mais aussi une intégration de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Comment l'expliques-tu? C'est bien que tu aies évoqué Vladivostok, Lisbonne et tout cela. Ces propositions ne venaient pas de capitale occidentale, mais bien de Moscou. De Vladivostok à Lisbonne, un espace économique commun et une architecture de sécurité commune allant de Vladivostok à Vancouver, et ainsi de suite. Si l'on pense au début de l'OTAN, par exemple, elle a été fondée comme alliance de défense à l'époque du conflit Est-Ouest, pendant la guerre froide. Elle avait alors, on peut le dire, une certaine légitimité. Il y avait d'ailleurs le pendant de l'OTAN, le pacte de Varsovie, le traité de Varsovie. Et si l'on se replace à l'époque où le pacte de Varsovie a été dissous et où seule l'OTAN subsistait de cette construction initiale, il aurait été logique
que l'OTAN se restructure afin de s'adapter à la nouvelle situation sécuritaire. Car, alliance de défense contre qui, désormais? À l'époque, la situation géopolitique mondiale était totalement différente. Mais elle ne l'a pas fait, bien qu'il y ait eu des réflexions en ce sens. Au contraire, elle ne s'est étendue qu'à l'Est, alors qu'on avait initialement affirmé que cela ne se produirait pas si l'Allemagne unifiée devenait membre de l'OTAN, et tout ce qui s'ensuit. Le fait d'avoir laissé cette construction en l'état est à mon sens l'une des raisons pour lesquelles nous nous trouvons dans la situation actuelle. Car l'OTAN devait bien trouver quelque chose pour justifier son existence. On a donc commencé avec ces interventions hors zone. À mes yeux, le début de la fin. Ne pas avoir compris que le plus grand pays du monde, la Russie, est l'un des rares qui, en cas de besoin, pourrait subsister de manière autonome et ne pas avoir intégré ce pays, d'une manière ou d'une autre, dans une architecture de sécurité. Voilà, selon moi, un point essentiel de la situation catastrophique que nous connaissons aujourd'hui. Je vais raconter une petite histoire. À la fin des années 80, alors que nous étions dans cette euphorie, le conflit Est-Ouest est terminé, la guerre froide est finie, un dirigeant de l'époque m'a dit lors d'un entretien personnel, « Nous regretterons encore ces temps prévisibles. » Et j'étais assez en colère. Je me suis dit, quel rabat-joie, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse éprouver de la nostalgie pour cette époque, l'équilibre de la terreur et tout le reste. Ce n'est qu'avec beaucoup de retard que j'ai compris ce qu'il voulait dire, à savoir que les conflits régionaux seraient les défis de l'avenir. Et l'OTAN n'avait pas été conçue pour les conflits régionaux. Elle était dépassée par cela. Et c'est bien ce qui s'est produit. Les affrontements armés n'ont pas diminué, ils ont plutôt augmenté. Et dans les conflits régionaux, l'OTAN soit s'en est mêlée, soit n'a pas eu d'effet stabilisateur. J'aimerais que l'on débatte de ces questions pour en tirer des conclusions pour l'avenir. Mais à ce que je vois, ce n'est pas le cas. Interprètes-tu ce processus comme un exemple d'un mécanisme institutionnel autonome, c'est-à-dire que l'OTAN, en quelque sorte, s'est poussée elle-même toujours plus en avant selon sa propre logique, ou bien, selon l'interprétation alternative, que l'OTAN a toujours été en réalité un instrument de Washington pour exercer une influence structurelle sur l'Europe et que cette influence a simplement pris le dessus. Oui, d'une certaine manière, oui. Et je pense que cela a été plus ou moins fort selon les époques, en ce qui concerne l'influence américaine. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne que depuis environ 100 ans, les documents officiels des États-Unis affirment que la seule chose qui pourrait menacer la position dominante des États-Unis serait un continent eurasien fonctionnel. Et dans ce contexte, de nombreuses décisions politiques ont bien sûr été prises. Je pense qu'on peut le dire clairement, sans pour autant s'exposer à l'accusation d'anti-américanisme ou quelque chose de ce genre. C'est ce que je souhaiterais, tant sur le plan médiatique que politique, que l'on nomme les intérêts, qu'on les nomme clairement, puis qu'on essaie de voir où se trouvent les points de convergence, ou pas. Et si l'on n'en trouve pas, il faut alors chercher des compromis. C'est à mon sens le sens et le fondement des systèmes démocratiques. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Non, ce n'est pas le cas. La question qui se pose sans cesse à nous, étudiants en relations internationales, est la suivante. Comment se fait-il que nous n'en sortions pas? Comment se fait-il que nous nous retrouvions sans arrêt dans ces fichus conflits? Une école de pensée importante des relations internationales, notamment aux États-Unis, est le réalisme. Et en ce moment, le réalisme traverse une crise profonde, car même les plus grands penseurs du réalisme doivent sans cesse admettre, cela n'a plus de sens. C'est donc contre-intuitif.
ce qui signifie en réalité que cela ne fonctionne pas selon la manière dont on imagine le fonctionnement de la représentation des intérêts nationaux des États. As-tu fait des observations à ce sujet? Si j'avais une réponse à cela, j'essaierais de la diffuser le plus largement possible. Il m'arrive aussi parfois, comment dire, je ne suis pas quelqu'un qui se résigne du genre « de toute façon, ça ne sert à rien ». Même s'il y a parfois des situations où l'on se dit « Mon Dieu, par où veux-tu commencer, à Adam et Ève ?» Je le prends à nouveau sous un autre angle. Si l'on part du principe que les systèmes démocratiques sont souhaitables, alors il faut accepter que ces systèmes ne peuvent fonctionner que si les citoyens sont responsables. Cela signifie qu'il faut tout faire pour que les citoyens le soient. Cela repose essentiellement sur deux choses. Il faut investir beaucoup dans l'éducation. Les gens doivent recevoir une formation, être pleinement informés et aussi se faire une idée de ce que signifie le courage civique. Ce sont, à mon avis, des domaines où l'on peut agir. Quand les gens disent ensuite « De toute façon, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire », c'est la mort des systèmes démocratiques. Les majorités silencieuses ont déjà provoqué des catastrophes dans l'histoire. Et il y a une pensée magnifique d'Arthur Schopenhauer qui a dit « Chacun de nous est responsable non seulement de ce qu'il fait, mais aussi de ce qu'il accepte sans protester. » Et cela, je pense, devrait être abordé dans chaque salle de classe. Il existe aussi une formule qu'on attribue à Hannah Arendt, dans la mesure où elle ne l'a pas dite exactement ainsi, mais en a employé les mots « Il n'existe pas de droit à obéir ». Pour tous ceux qui ont étudié Kant, laissons de côté pour l'instant ce qu'elle voulait réellement dire. Mais, pardon, j'aimerais simplement revenir sur ce sujet, sur la manière dont nous comprenons cette situation. L'une des interprétations les plus intéressantes que j'ai rencontrées dans mes discussions est que l'Europe se trouve peut-être à un moment où certaines élites de l'État ont en réalité déjà dépassé l'État et se sentent davantage redevables les unes envers les autres et envers les États-Unis qu'envers leur propre pays. Et c'est pourquoi elles ne voient plus leur devoir directement envers l'Allemagne nationale ou la France nationale, mais envers l'ensemble. Penses-tu qu'il soit possible que nous ayons en réalité un problème à concevoir le dépassement de l'État? Je devrais y réfléchir plus en profondeur pour pouvoir en dire quelque chose de substantiel. Et j'ai appris dans mon travail à ne parler que des choses que je comprends vraiment. Mais c'est une idée intéressante et elle me pousse à creuser un peu le sujet. Une autre question, c'est qu'il faudrait aussi se demander à quel point les démocraties sont encore réellement démocratiques. Ou encore réfléchir, je n'ai pas de solution. Mais réfléchir à quel point l'Union européenne ou le Parlement européen sont véritablement démocratiques. Ce n'est en tout cas pas très démocratique. Je ne sais pas non plus comment on pourrait faire autrement. Mais il est important d'avoir ces questions à l'esprit et sur cette base de débattre pour trouver les meilleures solutions, afin d'éviter de produire de fausses justifications sans fondement intellectuel ni pratique. Ce sont des choses, je pense que nous ne pourrons pas éviter de telles discussions si nous voulons sauver quelque chose. Car comme pour beaucoup de gens, c'est ainsi en Allemagne. La crédibilité, qu'il s'agisse des médias ou de la politique, est extrêmement faible. Et pourtant, elle est indispensable pour qu'un système démocratique fonctionne. Si plus personne ne croit en rien ou ne fait plus confiance aux institutions démocratiques, bon sang, alors il suffit d'une personne, comment dire, d'un charmeur de rats. Et une grande partie de ce qui a été construit avec tant d'efforts s'effondre. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'influence extérieure. Cela fonctionne parfaitement de l'intérieur.
Nous sommes d'accord sur le fait que le plus grand danger d'un effondrement de nos démocraties en Europe ne vient pas de l'Est, mais de l'idéologie dans laquelle nous nous enfermons actuellement. Le fait que nous ne menions plus de débat, c'est cela qui est intéressant. Les Américains débattent de ce qu'est la liberté d'expression, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut interdire ou non. Et il me semble qu'en Europe, tout cela est en quelque sorte réglé par des régulations émanant de l'Union européenne. Ja, man muss sich ja nur mal den Digital Services Act angucken. Oui, il suffit de regarder le Digital Service Act. C'est tout à fait clair. C'est un exercice d'équilibre pour une démocratie que de protéger le système contre ceux qui veulent le contourner, parfois même en utilisant des moyens démocratiques. Je le comprends, c'est un danger bien réel, et il faut trouver une manière d'y faire face. Mais il faut au moins s'efforcer de définir plus précisément de quoi il s'agit. Si l'on se contente d'écrire quelque part « désinformation » et qu'on y associe en plus des sanctions sévères, sans jamais en donner une définition solide, cela ouvre grand la porte à l'arbitraire de l'État. Et cela n'a alors plus grand-chose à voir avec la protection de la démocratie, qui dans le pire des cas est présentée comme telle, mais ne sert en réalité qu'à maintenir le pouvoir de certaines forces politiques. Ce sont, à mon sens, des débats nécessaires, justement pour stabiliser un tel système, impliquer chacun et ne pas exclure ou presque criminaliser d'emblée des opinions ou des faits jugés indésirables. Cela n'a pas sa place dans un système démocratique. Das hat in einem demokratischen System nichts zu suchen. Absolument d'accord. Où vois-tu concrètement les plus grandes chances que nous puissions revenir à de tels débats? D'un côté, on constate en ce moment que dans les médias traditionnels, des voix comme la tienne, celle de Patrick Barbe ou encore d'Ulrich Guérot sont constamment marginalisées et écartées, alors qu'autrefois, on sollicitait vos analyses. C'étaient des points de vue recherchés, aujourd'hui quasiment bannis. D'un autre côté, on observe sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube et ailleurs, une culture du débat florissante, si je puis dire. Peut-être pas un débat au sens de confrontation, mais au sens de présentation d'idées alternatives. Il y a donc déjà un peu d'espoir. Mais inversement, le Digital Services Act pourrait y mettre fin à tout moment. Qu'en penses-tu? Einfach weitermachen. Also ich für meine Begriffe, Simplement, continuer. Alors pour ma part, premièrement, j'ai l'impression que quelque chose change un peu, que je donne désormais des interviews à certains journaux, que l'on me sollicite. Cela avait longtemps été effectivement coupé, c'est vrai, mais j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose, que le besoin de débattre de manière décente, au double sens du terme, devient plus fort. Cela manque encore un peu. Et moi, personnellement, je suis un produit de l'audiovisuel public. Je pense aussi qu'il joue un rôle important lorsqu'il remplit sa mission. Et j'aimerais, pour ajouter cela à l'occasion, que la réforme de l'audiovisuel public réussisse de manière à ce que ceux qui veulent le supprimer, d'emblée, ne prennent pas le dessus. Parce que je crois, selon ma compréhension, qu'un service public de radiodiffusion, comme je l'ai déjà dit, en vertu de sa mission légale, joue, doit jouer et peut jouer un rôle très important dans un système démocratique. Parce qu'il n'est en principe soumis à aucun intérêt extérieur ou influencé de l'extérieur. Mais il doit justement remplir cette mission. Je ne peux que me répéter, c'est la base. Les gens doivent être informés, non pas submergés de récits, mais réellement informés, et recevoir toute la gamme d'informations possibles. Et il faut aussi, c'est l'un de mes paradigmes pour mon travail journalistique, accepter de changer de perspective. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. On n'est pas obligé d'approuver, mais il faut comprendre pourquoi l'autre agit comme il agit. Donc les deux notions de changement de perspective et de regard panoramique sont pour moi les notions fondamentales qu'il faut maîtriser quand on travaille dans le journalisme. Et ensuite, on peut observer.
Vielleicht ein letztes Themengebiet. Peut-être un dernier sujet. Si nous faisons preuve d'optimisme et partons du principe que la guerre en Ukraine pourrait se terminer dans les prochains mois, que nous pourrions réellement retrouver une solution de paix, que penses-tu de la manière dont la Russie se comportera vis-à-vis de l'Europe et de l'Allemagne? À mon avis, nous avons perdu énormément de choses avec la Russie en Europe au cours des 30 dernières années. Penses-tu qu'il soit possible de réparer cela et que la Russie accepterait une telle réparation si elle était envisagée? Je fais partie, en principe, des optimistes. Il y a d'ailleurs ce beau dicton. Les optimistes savent à quel point le monde peut être mauvais, mais les pessimistes en font la même découverte chaque matin. Donc, j'essaie d'être optimiste. Mais quand on pense à la manière si généreuse dont les gens en Union soviétique ont pardonné aux Allemands après la Seconde Guerre mondiale, et qu'il suffit de rappeler les chiffres, 27 millions de morts. C'est une performance immense. Et le fait que ce soit précisément des Allemands qui doivent en grande partie la réunification allemande à l'Union soviétique, c'est-à-dire à Moscou, qui se pose aujourd'hui en porte-parole de ceux qui disent que la Russie a toujours été notre ennemi et le restera toujours. Cela me déchire, je dois le dire franchement. Parce que là, je n'ai pas de mots. Une telle amnésie historique m'est incompréhensible. Alors, pour répondre à votre question, j'espère qu'il y a des personnes de valeur, des deux côtés, capables de rétablir la situation dans un avenir aussi proche que possible. À l'heure actuelle, je ne saurais dire sur quelle personne cela pourrait reposer. Mais peut-être que ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir devraient considérer qu'il s'agit d'un devoir envers la jeune génération de travailler intensément à cette tâche. Il faut tenter de rétablir la confiance. Car Egon Bahr, l'un des architectes de la nouvelle Ostpolitik allemande à la fin des années 1960 et au début des années 1970, l'a parfaitement résumé un jour. Il a dit « Nous pouvons changer toutes sortes de choses sur le plan politique, sauf la géographie. Nous aurons toujours affaire à la Russie. La sécurité dans la partie occidentale de l'Europe sans la Russie est une illusion. Et contre la Russie, c'est tout simplement absurde. » C'est quelque chose de tout à fait fascinant pour moi, qu'il existe réellement des gens qui pensent qu'il faut posséder autant d'armes que possible pour empêcher l'autre d'attaquer, sans pouvoir imaginer qu'on pourrait simplement éviter de faire de l'autre un ennemi. La meilleure garantie de sécurité, c'est de ne pas avoir d'ennemis. L'Allemagne et la France l'ont bien appris. Aujourd'hui, aucun Allemand n'a peur d'une attaque française et aucun Français n'a peur de l'Allemagne. L'amitié est la meilleure stratégie de sécurité qui soit, et le fait que certains ne le comprennent pas, c'est tout de même fascinant, non? Nous étions des ennemis héréditaires, la France et l'Allemagne. Donc en réalité, c'est possible, si l'on veut bien, et si l'on prend des décisions intelligentes et appropriées. Ça peut marcher, mais il faut juste y arriver. Georgel, les gens qui veulent te suivre, où faut-il les envoyer? Où peut-on lire tes textes et s'abonner à tes interviews? Tu as aussi une chaîne YouTube. Oui, exactement. Chaîne YouTube. Et j'ai aussi mon site, ma page d'accueil, simplement à mon nom. Et oui, je réfléchis encore à faire quelque chose de régulier, mais je n'en suis pas encore là. Mais en tout cas, les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Madame la Dr Gabrielle Krohn-Schmalz. Allez aussi voir son site web. Elle a écrit de merveilleux livres. Et quand il y aura du nouveau, nous ferons simplement une nouvelle mise à jour. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Danke dir. Tschüss.